Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18 h et voici les actualités brûlantes de ce JT de GPTV. La Cour d'appel de Paris vient de rendre son verdict dans l'affaire des assistants. Marine Le Pen est condamnée, mais éligible. La Cour a elle-même justifié cette décision par la liberté de choix de l'électeur. Alors qui a vraiment gagné ce procès en appel ? Rima Hassan comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour apologie du terrorisme, pour avoir republié sur X une photo de Kozo Okamoto, condamné pour un attentat ayant fait 26 morts en 1972, en écrivant que « la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir ». Militantisme ou apologie, c'est précisément ce que la justice va devoir trancher. Au sommet de l'OTAN, qui s'ouvre ce mardi à Ankara, Donald Trump a choisi de mettre ses alliés face à une exigence qu'on croyait mise en veille. Le Groenland doit passer sous contrôle américain. Le Danemark, lui, a répondu le même jour en achetant des avions de surveillance pour l'Arctique. 3 navires attaqués en moins de 24 heures dans le détroit d'Ormuz, un cessez-le-feu déclaré mort par Donald Trump depuis Ankara et dans la nuit, plus de 80 cibles frappées en Iran par l'armée américaine. Le Qatar, médiateur dans les négociations de paix, accuse directement Téhéran d'avoir ciblé l'un de ses propres méthaniers. En moins de 48 heures, tout ce qui avait été laborieusement négocié depuis le 17 juin vient de s'effondrer. Qu'est-ce qui a fait basculer la situation ? C'est le verdict que toute la classe politique attendait depuis des mois. Hier, la Cour d'appel de Paris a rendu sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Marine Le Pen est condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, à 45 mois d'inéligibilité, dont 15 mois fermes déjà purgés, et à 100 000 € d'amende. Elle reste donc éligible à l'élection présidentielle de 2027, mais éligible sous bracelet électronique. Et c'est là que tout se complique. Hier, la Cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics européens et complicité de ce même délit, des salaires d'assistants parlementaires payés sur fonds européens pour un travail au bénéfice du Front National, 3 ans de prison dont 1 an ferme sous bracelet électronique, 45 mois d'inéligibilité dont 15 mois fermes déjà purgés et 100 000 € d'amende. Le Rassemblement national, en tant que personne morale, est condamné à 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million ferme, et à la confiscation d'1 million d'euros supplémentaires. La Cour d'appel a justifié cette modulation de peine en politique de leur décision dans le calcul de la peine. Le parquet général avait requis 5 ans d'inéligibilité sans sursis, une peine qui aurait rendu toute candidature impossible en 2027. La Cour n'a pas suivi. Ce qui demeure, c'est l'an de prison ferme, aménageable sous bracelet électronique. Marine Le Pen avait estimé qu'il ne lui serait pas possible de faire campagne dans ces conditions. Le soir même du verdict, au journal de 20 h de TF1, elle a tranché. Plusieurs juristes consultés par Le Monde, l'arrêt de la Cour de cassation pourrait être rendu au plus tôt début 2027. Ce qui lui laisse plusieurs mois de campagne, libre de toute entrave. La cassation lui est défavorable à l'approche du scrutin. Elle pourra engager un bras de fer avec la justice en faisant valoir qu'elle est en campagne depuis plusieurs mois et que l'élection est imminente. Une stratégie calculée, mais qui comporte ses propres risques, celui d'une candidature suspendue en permanence à une décision de justice et celui d'offrir à ses adversaires un argument sur sa probité qu'ils ne manqueront pas d'exploiter. Les réactions n'ont pas tardé. Quand bien même se présenterait-elle, eh bien il faudrait que les électeurs aient la parfaite conscience que c'est une délinquante qui se présenterait. Elle est coupable de détournement de fonds publics et le Rassemblement national a été condamné pour détournement de fonds publics. Voilà un parti, je n'appelle à rien, je dis juste, elle est une délinquante et elle est coupable. Voilà, merci. Écoutez, moi j'aime profondément ce pays. Marine Le Pen répète à longueur de semaine qu'elle aime profondément ce pays. Quand on aime son pays et qu'on est condamné pour détournement de fonds publics, on peut se dire que c'est pas rendre hommage à ce pays que de se présenter à la présidentielle. On peut se dire que l'image que ça va donner de nous dans le monde entier et même à tous les contribuables de ce pays, parce que quand on parle de détournement d'argent public, bon, c'est de l'argent public qui vient de nos impôts ou des impôts que payent les sociétés, etc. Enfin, c'est quand même de l'argent qui vient de nous à la base. Et donc ça nous concerne toutes et tous. Ce qui est sain pour la démocratie, c'est que le président de la République ne commande pas les décisions de justice. Donc je vais m'en tenir à cette grammaire, qui plus est à l'étranger. Un verdict qui tranche sur la culpabilité, mais qui laisse dire encore une fois aux tribunaux. Ce mardi 7 juillet, la justice française n'a pas chômé.
Dans la foulée du verdict de Marine Le Pen, c'est une autre audience qui s'est ouverte à Paris et elle aussi pose une question qui divise profondément. Où s'arrête la liberté d'expression et où commence l'apologie du terrorisme? Rima Hassan comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour un post publié fin mars sur son compte X. Elle y republiait une photo de Kozo Okamoto, l'un des auteurs de l'attentat de l'aéroport de Tel Aviv en 1972 qui avait fait 26 morts, en écrivant que la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal pour la soutenir, dont Jean-Luc Mélenchon. Fin mars 2026, Rima Hassan publie sur son compte X un retweet commenté. Le tweet original, publié par un compte intitulé Israel Exposed, présente Kozo Okamoto comme un révolutionnaire japonais qui a rejoint l'armée rouge japonaise et combattu contre l'occupation israélienne dans les années 1970, en référence à sa participation à l'attentat de l'aéroport de Lod, en Israël, en 1972. Une attaque menée en coordination avec le Front populaire de libération de la Palestine, commandement général, qui avait fait 26 morts. Le post est accompagné d'une photographie montrant Okamoto porté en triomphe, entouré de personnes faisant le signe de la victoire. Rima Hassan choisit de le republier en y ajoutant ses propres mots attribués à Okamoto. « J'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. » Le post est supprimé depuis. C'est sur ce message que porte la poursuite pour apologie du terrorisme. Ce mardi, Rima Hassan est arrivée au tribunal avec un kéfieh sur les épaules. Devant le bâtiment, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées derrière une banderole proclamant « Défendre la Palestine n'est pas un crime ». Parmi les soutiens présents, Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, et Bali Bagayoko, maire de Saint-Denis. Plus de 200 personnalités avaient par ailleurs signé, dimanche dans l'Humanité, une tribune en soutien à l'eurodéputé. Rima Hassan a pris la parole devant ses soutiens pour dénoncer ce qu'elle appelle la répression visant les défenseurs de la cause palestinienne, appelant à faire bloc pour la démocratie, pour l'état de droit et pour la liberté d'expression. Nous devons absolument, qu'on soit sympathisant de la cause palestinienne ou non, faire bloc pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la liberté d'expression et pour, en fait, finalement, l'idée qu'on se fait de la France. Son avocat, maître Vincent Brengart, a dénoncé de son côté la criminalisation d'une voix pro-palestinienne et estimé que ce procès serait majeur du point de vue de la liberté d'expression. Nous voyons que les débats peuvent être assez tendus et qu'il est nécessaire d'être combatif, mais elle est aussi confiante, parce qu'il ne fait aucun doute dans notre esprit que ces poursuites sont des poursuites parfaitement politiques. Et d'ailleurs, cette accélération du calendrier, cette garde à vue dans des conditions totalement dégradées en violation de ses droits, sont autant d'éléments qui viennent traduire le caractère politique des poursuites à son encontre. Ce procès du 7 juillet n'est pas le seul auquel Rima Hassan devra faire face. Elle comparaîtra à nouveau le 16 septembre 2026 dans 2 autres procédures distinctes pour apologie publique de crime ou délit et provocation publique et directe non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. 3 procédures au total, 3 audiences, un calendrier judiciaire qui s'étend jusqu'à l'automne. Aucun verdict n'a été rendu ce mardi. Le délibéré a été mis en attente. La question de savoir où s'arrête le militantisme et où commence l'apologie reste pour l'heure entre les mains des juges. Si ce format vous plaît, vous pouvez également recevoir l'actualité non censurée dont on ne peut pas parler sur YouTube. Vous avez simplement à cliquer sur le lien en description et vous inscrire gratuitement au décryptage GP. À Ankara, en Turquie, le sommet de l'OTAN s'est ouvert ce mardi 7 juillet et Donald Trump a choisi cet instant devant 32 pays alliés réunis pour relancer sa revendication sur le Groenland. Le Groenland devrait être contrôlé par les États-Unis, pas par le Danemark. Ce sont ses mots. Le Danemark a répondu le même jour, mais pas avec des mots. Le sommet de l'OTAN d'Ankara, les 7 et 8 juillet 2026, est le 2e sommet de l'Alliance organisé en Turquie depuis celui d'Istanbul en 2004. 32 membres réunis, un agenda chargé, dépenses de défense, soutien à l'Ukraine, désengagement américain, et dès les premières heures,
une déclaration de Donald Trump qui a immédiatement capté l'attention bien au-delà des questions à l'ordre du jour. Face au président turc Recep Tayyip Erdogan et devant les caméras, Trump a déclaré que le Groenland devrait être contrôlé par les États-Unis, pas par le Danemark, ajoutant que cette question nuit à ses relations avec l'OTAN. La formulation est nouvelle par rapport aux sorties précédentes. Ce n'est plus seulement une ambition exprimée en marge d'un déjeuner ou dans un tweet. C'est un grief formulé au cœur même d'un sommet de l'Alliance, devant l'ensemble des alliés. Trump a par ailleurs déclaré qu'il aurait pu ne pas se rendre à ce sommet s'il n'avait pas eu lieu en Turquie, pays avec lequel il dit entretenir une alchimie particulière avec Erdogan. Une façon de signifier à ses partenaires européens le degré exact de l'intérêt qu'il leur porte. Le Danemark, lui, a répondu le même jour, non pas par une contre-déclaration, mais par un acte concret. Copenhague a annoncé l'acquisition de 2 appareils P-8A Poséidon auprès du constructeur américain Boeing. Ces avions sont spécifiquement conçus pour la surveillance maritime dans l'Atlantique Nord et dans la région arctique, soit précisément autour du Groenland. Le ministre danois de la Défense, Jeppe Bruus, a explicitement présenté cet achat comme un signal clair indiquant que nous prenons au sérieux nos responsabilités partagées au sein de l'OTAN, ajoutant que le Danemark assume une responsabilité particulière en matière de sécurité et de défense dans l'Arctique. La réponse danoise est habile à plus d'un titre. En achetant du matériel américain pour surveiller l'Arctique, Copenhague occupe le terrain stratégique que Washington convoite, tout en rendant politiquement difficile l'argument selon lequel le Danemark négligerait cette zone. L'enjeu dépasse largement la querelle bilatérale. Le Groenland contrôle les routes maritimes arctiques dont l'importance stratégique et commerciale ne cesse de croître avec le recul de la banquise. Son sous-sol recèle des ressources en terres rares, pétrole et gaz que plusieurs puissances convoitent. La Russie maintient une présence militaire croissante dans cette région. La Chine y a investi des intérêts économiques. C'est dans ce contexte que Trump avait qualifié dès janvier 2025 le contrôle du Groenland de question vitale pour la sécurité américaine. La tension entre Washington et ses alliés européens ne se résume pas à des questions de budget de défense ou de soutien à l'Ukraine. Elle touche à quelque chose de plus fondamental, la conception même de ce qu'est un allié. Pour Trump, un allié est un partenaire dont on peut exiger des concessions territoriales en réunion plénière. Pour le Danemark et pour les Européens qui observent, c'est une toute autre définition de l'alliance. Le cessez-le-feu signé le 17 juin entre Washington et Téhéran aura tenu seulement 3 semaines. Les 6 et 7 juillet, 3 navires sont attaqués dans le détroit d'Ormuz. Le Qatar accuse l'Iran d'avoir ciblé l'un de ses propres méthaniers. La riposte des États-Unis est immédiate et frappe plus de 80 cibles en Iran. Et depuis Ankara, Donald Trump déclare que le cessez-le-feu est terminé. Une escalade brutale en moins de 48 heures. Le 6 juillet, un méthanier qatari est touché par un projectile non identifié au large d'Oman. Le lendemain, l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, le United Kingdom Maritime Trade Operations, signale 2 nouveaux incidents dans le détroit. Un pétrolier atteint par un projectile, subissant des dommages structurels, et un navire-citerne frappé par un drone d'origine inconnue. 3 attaques en moins de 24 heures. Le Qatar ne laisse planer aucun doute. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, qualifie l'attaque d'inacceptable et déclare « Nous tenons l'Iran pleinement responsable sur le plan juridique de cette attaque et de tous les dommages ou répercussions qui pourraient en découler. » Il appelle Téhéran à cesser immédiatement toute action compromettant la sécurité régionale ou menaçant la sécurité de la navigation internationale et à s'abstenir de mettre en danger l'approvisionnement énergétique mondial. Ce qui rend cette mise en cause particulièrement lourde de sens, c'est l'identité de celui qui la formule. Le Qatar n'est pas un adversaire de l'Iran dans ce conflit, c'est l'un de ses médiateurs. Doha s'est imposé comme un intermédiaire clé dans les négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin durablement à la guerre régionale déclenchée le 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran dans le cadre de l'opération Epic Fury. Quand le médiateur devient lui-même la cible, et qu'il le dit publiquement, c'est toute l'architecture diplomatique qui vacille. La réponse américaine n'a pas tardé.
Dans la nuit du 7 au 8 juillet, le commandement américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, annonce avoir mené une série de frappes puissantes en représailles aux attaques iraniennes, qu'il qualifie de violations flagrantes du cessez-le-feu. Plus de 80 cibles frappées en Iran et plus de 60 embarcations du corps des gardiens de la révolution islamique dans le détroit et à proximité. Dans le même mouvement, Washington rétablit ses sanctions économiques sur le pétrole iranien, interdisant toute nouvelle transaction sur les hydrocarbures iraniens. Depuis Ankara, où se tient le sommet de l'OTAN, Donald Trump a tranché. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? That's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Cette déclaration a immédiatement fait bondir les cours du pétrole de plus de 5%. L'Iran a riposté. Les gardiens de la révolution ont annoncé avoir frappé 85 installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn à l'aide de missiles et de drones et abattu un drone américain MQ-9. Un membre des gardiens, Mohammad Reza Kazini, a été tué à Mashhar, ville portuaire iranienne. Les deux camps s'accusent mutuellement de violation du protocole d'accord. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a jugé les frappes américaines absolument nécessaires. Le Koweït a condamné les attaques iraniennes sur son sol. L'Arabie saoudite a dénoncé le ciblage de son propre pétrolier, le Wedian, aux côtés de celui du Qatar. Doha a convoqué le chargé d'affaires iranien pour lui remettre une note d'explication formelle. Le porte-parole iranien a jugé cette mise en cause inacceptable. 3 navires attaqués, un médiateur qui accuse, un cessez-le-feu déclaré mort et des frappes américaines sur 80 cibles. En moins de 48 heures, le détroit d'Ormuz est redevenu ce qu'il n'avait jamais vraiment cessé d'être, le point de friction le plus dangereux de la planète. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain à 18h. Mike Borowski vous attend ce soir à 19h avec le journaliste Didier Maisto, les éditorialistes Au Bon Tweet et Charbel et la journaliste Kate. La candidature de Marine Le Pen va-t-elle fracturer le RN ? Selon des sources internes au parti, l'annonce a provoqué une onde de choc chez Jordan Bardella, celui qui espérait lui succéder naturellement. Le RN peut-il imploser avant même d'avoir conquis l'Élysée ? Réponse ce soir à 19h. Mais avant de se quitter, retenez bien que l'on ne peut pas tout dire sur YouTube, alors cliquez sur le lien en description pour recevoir le décryptage GP. Je vous enverrai tous les jours un email avec l'actualité taboue analysée au scalpel. Et surtout, n'oubliez pas, le combat continue. Bonne soirée.